Alors, je vous avais promis un sujet d'actualité sur l'Égypte, donc les réformes sociales. Quelle vision du gouvernement et du Parlement égyptien? Ne vous inquiétez pas, on va le faire. Ce qu'il y a, c'est que techniquement parlant, ça fait partie des aléas du direct. Le message est mal passé avec les fixeurs et du coup, on a un autre sujet d'actualité qui n'est pas plus mal d'ailleurs, avec lequel on va traiter avec nos deux invités, qui fera office de première partie. C'est donc la crise syrienne, où en est-on, quel bilan exactement en tirer, et justement cette crise de réfugiés, cette crise politique, où va-t-on aboutir? Alors mes invités ce soir, Dr Magdi Garask, cofondateur de l'association Caritas, bonsoir. Bonsoir. Et Nadim Zouaoui, chef du bureau de l'agence de presse russe, Russia Сегодня. Comment? Russie et Сегодня. C'est ce qui veut dire la Russie d'aujourd'hui. Voilà, je comprends le russe, mais je ne le parle pas. Exactement. Donc on va avec vous commencer, si vous voulez bien, avec la Syrie. Je commence avec vous, peut-être Nadim. Quel est le poids actuellement, je ne dirais pas le poids, mais je dirais l'importance justement de la stabilité du régime syrien pour le Moyen-Orient? Je crois que c'est vraiment très important maintenant de sauvegarder de l'État en Syrie, parce qu'on voit maintenant, la Russie a commencé l'intervention il y a quelques mois, et à l'époque, la situation était complètement différente. On savait pas, on avait des combats juste à côté de Damas, pas loin de la résidence du président, pas loin du Parlement. On entendait chaque jour des explosions. Maintenant, heureusement, la situation a changé. Les batailles, les combats sont diminués dans les environs de Damas, en tout cas. On a eu aussi beaucoup du progrès dans plusieurs villes syriennes. Par exemple, la Palmyre a été libérée, le Daesh n'est plus, l'État islamique n'est plus là-bas. Maintenant, on voit que j'ai beaucoup d'amis à Damas. Je viens de contacter quelques-uns d'entre eux. Ils disent que la vie a changé chez nous à Damas. On n'entend plus des explosions. Donc, en général, ça va mieux, mais on sait bien malheureusement qu'il y a plusieurs villes, grandes villes syriennes qui sont entourées ou envahies par des terroristes. Plusieurs milliers de Syriens. Des circonstances vraiment très difficiles. Je repose un petit peu la même question pour vous, Dr Magdi, mais peut-être d'une autre manière. On a l'impression que le régime de Bachar el-Assad est pas défendu, mais du moins les régimes arabes au moins ne s'en éloignent pas. C'est-à-dire que le régime de Bachar el-Assad, alors ils ne sont ni pour ni contre. On a l'impression qu'il y a une espèce de mutisme dans le monde arabe. C'est justement pourquoi je voudrais savoir, est-ce que ce régime et sa stabilité fait partie de la stabilité de la région, ou quelle est la raison de ce mutisme justement? Bien sûr, je peux dire que quand même la Syrie fait partie de cette stabilité, mais malheureusement la catastrophe de la guerre a vraiment subi beaucoup de problèmes, surtout pour moi sur le plan humain. 6 millions de réfugiés, 4 ans de guerre, destruction des villes, et donc il y a des intérêts quand même politiques pas derrière. Pourquoi détruire le régime? Supposons que quand même c'est une dictature, mais il y a d'autres moyens tout ça. Donc il y a quelques pays arabes pour et quelques pays contre, et même les grands pays. Donc c'est une polémique vraiment politique pour des intérêts. Vous parliez, Nadim, de l'intervention russe. Alors, puisque vous êtes le chef du bureau de presse de la presse russe, d'une presse, d'une agence de presse russe, quelles sont les versions officielles de cette intervention, le pourquoi en fait de ces interventions? Donc pour commencer, déjà, comme vous l'avez mentionné, c'était très important de sauvegarder la structure de l'État.
c'est ce qui a été fait, ce but. Maintenant, on ne pense plus, on ne dit plus que la Syrie va se fondre d'un jour à l'autre. Mais on le disait il y a 6 mois ou il y a 7 mois, on le disait. Maintenant, non, cette question n'est plus là. Bien sûr, le plus important aussi, c'est combattre le terrorisme. Le terrorisme international, qui n'est pas syrien, qui n'est pas qui ne vient pas seulement du Proche-Orient, mais des autres régions aussi. Il y a eu des dizaines de nationalités parmi les terroristes. Et bien sûr, la Syrie n'est pas très loin de la Russie, n'est pas très loin de ses frontières. Et il y a eu, par exemple, on sait qu'il y avait beaucoup de terroristes, enfin pas beaucoup, mais il y en avait qui portent la nationalité russe aussi là-bas, et qu'il fallait venir les combattre là-bas en Syrie, parce que s'ils reviennent en Russie, ça fera beaucoup de mal. Et donc, comme je l'ai déjà dit, le but c'était de sauvegarder la structure de l'État syrien, et aussi de combattre le terrorisme international. Et pourquoi cette intervention russe? Pourquoi est-ce que la Russie est accusée de vouloir aider le régime de Bachar el-Assad? Je crois pour tout le monde, il est évident, on peut aimer Bachar el-Assad, on peut ne pas aimer Bachar el-Assad, mais c'est le président reconnu par les Nations Unies, c'est le président en poste en Syrie, donc c'est l'administration syrienne qui a demandé l'aide russe, l'intervention russe, parce que il fallait sauver le pays, ce qui a été fait du point de vue juridique, du point de vue du droit international, je crois que c'est juste. Personne ne peut nier ça. Du point de vue, si on parle de combattre le terrorisme, il y a aussi des résultats on a mentionné la Palmyre, la ville qui a été heureusement libérée. On a eu des gros progrès dans les villes comme Homs, Hama. Donc, il y a des résultats. Est-ce qu'une solution politique peut être envisagée à l'heure actuelle, après, disons, des centaines de milliers de morts et des centaines de milliers de réfugiés et d'exilés aussi du pays? Une solution est-elle possible, politique? Oui, vous voyez, M. Ahmed, moi je pense l'appel du président Sisi hier dans son discours à Chute à propos de dialogue et de la paix entre les Palestiniens et Israël, ça concerne aussi tous ces pays, surtout les 3 pays, la Syrie, l'Irak et l'Égypte, formaient quand même une position stratégique vis-à-vis d'Israël. Et Israël occupe jusqu'à maintenant le Golan. Et donc il y avait des facteurs et quand même des appuis de la part de l'Amérique contre la Syrie, et le contraire, la Russie soutient. Et donc il y a des intérêts en dehors de la Syrie pour la stabilité d'Israël. Et donc ça c'est quand même un point de vue, on ne peut pas éviter. Pourquoi il y a cet éveil, cette révolte, ces massacres dans le Moyen-Orient, dans notre région, ce qu'on appelle le Spring, le Arabic Spring, donc le printemps arabe. Donc c'est une catastrophe. Pourquoi déstabiliser tous ces pays? Pour quel intérêt? Et l'avancée des troupes gouvernementales, justement, puisqu'on parlait de stabilité, on voit que les troupes gouvernementales donc, du régime syrien avancent, reculent, gagnent un peu de terrain par-ci, perdent un petit peu par-là. Quelle est exactement la situation sur le terrain? Et donc ils dialoguent, et donc ils essayent vraiment d'avoir aussi leur point de vue pour la stabilité, avoir un dialogue avec l'opposition, mais quand même il y a d'autres facteurs, les intégristes, le Daesh et tout ça, ça quand même, c'est vraiment, ça fait pas partie de la stabilité de notre région, de la Syrie et ailleurs, en Libye par exemple, et en Irak. On revient sur la situation politique avec vous, Nadim. Est-ce que la Russie souhaite... pourquoi est-ce que la Russie compte pour
J'ai demandé ça tout à l'heure, mais je veux dire, j'aimerais reprendre d'une autre manière. Pourquoi est-ce que cette confiance absolue dans un régime de Bachar el-Assad, plutôt que par exemple la mise en place d'élections anticipées et d'élections d'un nouveau président? Il y a une réponse à ça. La Russie le dit toujours. C'est le peuple syrien qui doit choisir son président. Comment faire pour le choisir? Organiser des élections. Est-ce qu'on peut organiser des élections dans la situation qui existe maintenant? On veut des transactions politiques. Comment le faire? Est-ce qu'on le fait par adoptant une nouvelle constitution, par des élections, ou bien on le fait comme on l'a fait par exemple en Libye ou en Irak? Bien sûr, je crois que les élections, la réforme de la Constitution, c'est beaucoup mieux, ça va sauver beaucoup de vies. Donc, qu'est-ce que fait la Russie maintenant? Même les militaires russes, pas seulement les hommes politiques. Ils essayent de faire en sorte que le plus possible de Syriens participent à la vie politique, participent même au cessez-le-feu sur le terrain en Syrie. Les diplomates russes n'arrêtent pas les négociations avec l'opposition syrienne de toutes les couleurs, sauf bien sûr les terroristes, de l'opposition, disons que de l'opposition qui est plus proche peut-être de tel pays que l'Arabie Saoudite ou la Turquie ou le Qatar, aussi avec l'opposition qui est plus proche de l'Égypte et d'autres pays arabes. Donc voilà, ce n'est pas une question du personne de Bachar el-Assad, mais surtout question de préserver, de sauvegarder les structures de l'État, et de mener, d'arriver à la nouvelle Syrie, quel que soit son président, mais en sauvegardant les structures de l'État et par des réformes politiques, par des élections. Et déjà, on voit qu'il y a un certain progrès. Il y a le cessez-le-feu qui marche en fait. Bien sûr, il y a certains groupes terroristes qui ne l'appliquent pas, mais en fait ça marche. C'est pour la première fois depuis 2011, quand on a commencé la guerre en Syrie, qu'il y a un cessez-le-feu qui marche. Donc après ce cessez-le-feu, s'il perdure, il permettra de prendre en sorte de commencer cette transition peut-être politique qui sera qui nous montrera comment sera la Syrie. Même pour savoir la vie des Syriens, il faut organiser des élections. Pour préparer les élections, il faut que la Syrie reste en paix quelques mois. Donc on avance dans cette voie, je crois. Et justement, ces rebelles armés, est-ce qu'on a idée d'où viennent leurs armes et comment les arrêter ou pas? Il y a plusieurs informations sur ce sujet. On dit que plusieurs armements viennent à partir de la Turquie. Ce qui est évident, ce n'est pas les armes qui manquent maintenant en Syrie. Même on a aussi la frontière avec l'Irak qui n'est pas toujours contrôlée très bien c'est une grande frontière qui n'est pas toujours très bien contrôlée. Et l'Irak, il souffre plusieurs régions en Irak souffrent de l'anarchie depuis des années. Donc il y a beaucoup d'armes qui n'est pas contrôlées dans ce pays. Donc ce n'est pas l'armement qui manque en Syrie. Dr Magdi, en admettant qu'il y ait des élections et que Bachar el-Assad ne soit plus élu dans ce pays, est-ce que Bachar el-Assad a une responsabilité politique et humanitaire sur ce qui s'est passé ou pas? Bien sûr, parce qu'il était quand même responsable, il était au régime. Moi, ce que je souhaite, qu'on laisse les Syriens vraiment décider leur sort, que ce soit Bachar, que ce soit un autre président, mais il faut donner la chance, après une stabilité, il faut vraiment protéger la stabilité du pays. Il ne faut pas maintenant laisser passer les armes. Ça se passe comment?
il y a des pays et il y a des fuites quand même partout. Que ce soit de la part de l'Europe, de la part de l'Amérique, de la part d'autres quand même pays qui sont pour et contre le régime. Donc à mon avis, il y a vraiment un complot, que ce soit régional, que ce soit international, contre la Syrie, contre la politique. Et ça quand même a un lien avec la stabilité d'Israël, comme je viens de dire. Oui, mais un complot, on a quand même des millions de personnes qui fuient le pays, on a des centaines de milliers de personnes qui meurent à cause de cette guerre, et on a un président qui, j'ai l'impression, soit il est aveugle à tout ça, soit il ne répond pas. Donc finalement, il est sur quelle position, responsable ou victime, ou comment il va être considéré après justement que c'est, et j'espère que ça aura lieu le plus vite possible après que cette instabilité et cette guerre soit terminée. Bien sûr, je peux dire quand même sur le plan réaliste, elle est responsable, mais il faut lui donner aussi la chance de se défendre. Donc il y a eu des groupes d'intégristes comme Daesh et puis les autres qui se sont lancés vraiment à détruire le pays. Donc lui, il a pris ses précautions, mais il y avait des conséquences dramatiques contre le peuple. Donc de deux côtés, ils sont responsables. Je vous repose la question un peu autrement, puisqu'on voit que la Russie est un allié quand même de Bachar el-Assad, en admettant encore une fois que la stabilité revienne et puis qu'il y ait des élections et que Bachar el-Assad soit chassé du pouvoir par élection. Est-ce qu'il sera jugé? Comment la Russie va considérer cet homme après son départ de la présidence? Donc pour commencer, il faut dire que Bachar el-Assad, dans ses plusieurs déclarations, il a dit voilà, moi, si le peuple veut les élections, alors les élections c'est pour demain. Donc il se dit ne pas avoir peur des élections. Il est ouvert même aux élections anticipées, d'après ses déclarations. En ce qui concerne l'après-Bachar, à mon avis, s'il doit être jugé, il faut voir qui sont les responsables de cette guerre. Parce que déjà, c'est évident que ce n'est pas seulement les Syriens, ou peut-être ce n'est pas surtout les Syriens. Parce qu'on voit comme vous l'avez dit, des armements rentrer d'autres pays. On voit les gens qui ne sont pas du tout syriens, de toutes les nationalités. Il y a une centaine de nationalités qui rentrent. On a des groupes plus terroristes, effectivement, oui. Qui rentrent pour tuer les Syriens, en fait. Donc, ce n'est pas seulement la responsabilité de ce président, c'est la responsabilité de plusieurs pays régionaux aussi. L'OSDH, donc l'Observatoire des droits syriens des droits de l'homme, lui, et par contre, accuse pleinement le régime de cette instabilité et de cette crise humanitaire. À tort ou à raison, selon vous? À mon avis, je ne peux pas accuser seulement le régime, parce qu'il y a d'autres facteurs, d'autres éléments qui jouent dans cette situation en Syrie. Et donc, vraiment, c'est un camouflage quand même, seulement mettre le coup sur le régime. Seulement, le régime doit se défendre. Que ce soit quand même sa nature, dictature libérale et tout ça, il doit se défendre. Et donc, il y a eu quand même une attaque contre la structure du régime, et donc ils se sont défendus. Et donc moi je trouve que c'est normal qu'ils se défendent. Donc tout le foutoir vraiment d'autres partis poussés par quelques pays, par quelques vraiment puissances, et donc demandent une défense de la part du régime. Syrie, Libye, enfin on se demande pour ces deux pays, parce qu'ils ont en commun donc cette crise humanitaire et cette instabilité politique, on se demande est-ce qu'on pourra un jour voir le bout du tunnel, où
on va rester dans ce conflit parce que on assiste à une espèce de d'épuration, pas de nettoyage ethnique, parce que c'est un seul peuple mais d'épuration de pays qui se vident petit à petit, que ce soit par des morts ou des immigrations. Est-ce qu'on peut voir le bout du tunnel ou pas? Et ce qu'on souhaite, et ce que aussi toutes les instances internationales essaient de faire. Et moi, je pense qu'on ne peut pas vraiment continuer dans cette situation parce que c'est catastrophique pour l'avenir, la stabilité de ce pays. Et puis, à mon avis, il y a ces groupes qui vraiment sont apparus dans notre région. L'extrémisme, le fanatisme, ces partis Daesh, Taliban et d'autres quand même nominations qui ont joué un rôle vraiment pas normal. Et donc il faut vraiment éviter et éliminer tous ces partis intégristes et puis laisser le peuple vraiment, avec même un régime actuel, de décider son sort. Le problème, c'est qu'avec cette politique d'élimination des partis intégristes, il y a les civils qui en souffrent. C'est-à-dire que tous les jours, si on regarde par exemple le Figaro d'aujourd'hui, 13 morts de frappe du régime. Donc, de manière indirecte, on accuse le régime de Bachar al-Assad de frapper sur les civils, alors que, selon vous, c'est plus pour éliminer les terroristes. Et même si les terroristes utilisent les civils comme bouclier humain, il y a quand même des civils qui meurent. Alep est en train de... Il y avait un hashtag qui disait Alep brûle. Parce que c'était une catastrophe, un crime contre l'humanité qui s'est déroulé là-bas. Donc jusqu'à quand on va avoir cette idée de lutter contre le terrorisme au détriment des civils? Oui, mais donc il y a des groupes quand même qui sont intervenus dans tous ces pays qui ne sont pas du pays. Donc il y a des opposants, ils ont le droit de vraiment demander la liberté, la démocratie vis-à-vis de leur régime, mais pas de telle manière vraiment dramatique. Et faire la guerre et tout ça. Donc il y a des possibilités de dialogue. Mais les partis extrémistes, ils ont imposé la guerre, l'élimination vraiment de toute structure. Et c'est ça le danger. Vous voyez, hier, ça fait 3 ans, j'ai vraiment perdu contact avec un ami qui vit à Damas, à Baptouma. Il m'avait téléphoné, j'étais vraiment très étonné, très heureux d'entendre. Il m'a pas parlé des drames, parce que les sains sauf avec sa famille, et donc tout ce qu'il souhaite, qu'il y a une stabilité dans son pays, pas seulement là où il vit. Et donc tout le monde demande, mais pourquoi il y a cette catastrophe humanitaire et de structure et de régime? Parce qu'il y a quand même d'autres facteurs qui jouent un rôle. C'est ça le problème. Et donc la guerre, c'est pas vraiment seulement contre le peuple, mais il y a d'autres intervenants poussés par l'argent, soit par l'armement et tout ça. Donc, et ce que s'est passé en Libye, ce que devait passer chez nous aussi en Égypte. Vous voyez? Ouais. Bon, et avec donc encore une fois ces civils qui meurent au détriment peut-être d'une guerre antiterroriste. La Russie ne s'inquiète pas d'être vue. Surtout quand on verra le bout de ce tunnel, d'être vu avoir aidé un criminel de guerre, ou d'avoir défendu un espèce de criminel de guerre ou pas? Ou ils croient en ce régime, en l'innocence de ce régime, et comment ça se fait qu'ils y croient? En ce qui concerne l'opération russe en Syrie, je crois qu'elle est menée de toute transparence. Chaque jour, peut-être, il y a des déclarations, il y a des briefings, on amène toujours des journalistes, il y a des centaines de journalistes occidentaux, journalistes russes, qui ont visité la base, qui ont participé, qui ont vu comment ça se passe, comment fonctionne en fait ce groupe de l'armée russe là-bas en Syrie. Donc il y a une certaine vision, les journalistes peuvent voir ce qui se passe. En ce qui concerne, on verra, quand on verra le bout du tunnel, est-ce qu'on parlera, bien sûr malheureusement,
il y a eu beaucoup de civils qui sont morts. Mais il faut voir pourquoi est-ce qu'ils sont morts. Est-ce qu'ils sont morts en fait, la Syrie, moi j'ai passé un an et demi à Damas, j'étais le correspondant de l'agence de presse russe là-bas en 2006-2007. C'était un pays merveilleux, très sécurisé. On voit les photos qui circulent sur les réseaux sociaux entre l'avant et l'après. Voilà, oui. Tout était des produits de bonne qualité, des prix vraiment très bon marché. Les gens vivaient assez bien, je dirais. Bien sûr, ce n'était pas l'idéal occidental, par exemple des Occidentaux en ce qui concerne les démocraties, les droits de l'homme, la liberté de la presse. Bien sûr, c'était loin d'être ça, mais en fait, il n'y avait pas de cette pauvreté, les gens étaient assez bien, ils se sentaient assez bien. Et donc, même quand le printemps arabe a commencé en Tunisie, dans d'autres pays, vraiment, on ne s'attendait pas que ça se passe de cette façon en Syrie. Parce qu'on voyait que les Syriens, déjà, ils voyaient l'expérience du Liban, de la guerre civile au Liban, qui a fait plusieurs morts. On ne croyait pas que ça va être de cette façon en Syrie. Donc, quelles sont les causes? Bien sûr, il y a les causes intérieures, il y a toujours les causes intérieures. Bien sûr que le président, son régime, bien sûr qu'ils ont fait beaucoup de fautes en 2011. Mais est-ce que vraiment seulement ces fautes, est-ce que vraiment seulement la politique de Bachar al-Assad et son gouvernement a mené à cette catastrophe? Je crois que la réponse est non. En tout cas, le bout du tunnel, comme vous le dites, beaucoup de facteurs entrent en jeu et il s'avère qu'il n'est pas si proche que ça, malheureusement. On aura l'opportunité d'en parler davantage, peut-être. Merci à vous, Nadim Zouaoui. Vous êtes chef du bureau de l'agence de presse russe. Vous avez prononcé son nom parce que je n'arrive pas. Ok, très bien. Merci beaucoup à vous. On vous retrouve sûrement une prochaine fois pour reparler de ce sujet un petit peu, peut-être... voilà, donc de meilleures conditions, je dirais. Voilà. Merci beaucoup. Et quant à moi, je vous retrouve tout de suite avec Dr Magdi Garas pour parler du sujet initial, réforme sociale, ici en Égypte. À tout de suite.